Bonjour à toutes et à tous. Lacan s'intéresse à la clinique par le biais sans cesse retrouvé des notions innovantes qui lui sont chères. La notion de structure du langage, de l'inconscient, du fantasme et l'articulation logique qui souvent s'appuiera sur les mathématiques. Jeune psychiatre à Sainte-Anne au moment des premiers écrits, psychanalyste installé lorsqu'il prononce le séminaire 14. Lacan s'adresse donc à des publics différents, collègues pour les premiers, public beaucoup plus hétérogène composé de philosophes, d'étudiants et de mathématiciens pour le second. La lecture de ces deux ouvrages peut cependant se croiser, voire s'articuler justement en ce sens que les cas cliniques présentés dans les premiers écrits peuvent se lire comme une introduction habile au cheminement plus poussé d'une pensée aussi ondoyante qu'efficace qui apparaît dans la logique du fantasme. Il y a entre les deux œuvres, outre une chronologie évidente, ce qu'on peut appeler de la suite dans les idées. Avec son doctorat en psychiatrie, les premiers pas de Lacan à Sainte-Anne sont déjà empreints de la formidable subversion dont il fera preuve tout au long de sa carrière. Il lutte en effet d'emblée contre une dépathologisation de la paranoïa et engage le sujet à parler davantage, voire à écrire, sans négliger la précision médicale, chirurgicale, si nous usons de métaphores exigées pour analyser les cas, avec par exemple l'examen minutieux des téguments d'une traumatisée de guerre en 1928. Montrant par là que le corps et la physiologie font absolument partie du sujet, il entame une rupture avec les tentations biologiques de l'organodynamisme qui était alors appliqué au traitement des troubles mentaux. La paranoïa est donc en pleine redéfinition, et Lacan, qui évoque l'idée d'une structure comme spécificité d'un vécu formant un tout, fait assez vite bouger les lignes. La notion de structure paranoïaque en formation dès l'enfance ou la puberté émerge lentement de ses travaux grâce à l'étude des cas de délire à deux ou folie simultanée, avec notamment l'idée que cette structure tend toujours vers une construction et qu'il se trouve, dans les psychoses paranoïaques, une forme incontestable d'intégrité intellectuelle. La subtilité de cette structure offre également la possibilité d'une évolution chronique sans démence, ce qui met en évidence les difficultés peu surmontables en matière de prophylaxie dans ce domaine. Outre cette remise en question d'une vision quelque peu réductrice des pathologies, Lacan innove également en appliquant une attention particulière aux écrits des patients. Au-delà de l'intérêt porté à la valeur de la parole, à Sainte-Anne, l'écoute fait déjà partie intégrante du soin. Il expose, avec le cas Aimé, les différentes ressources mises à la disposition du médecin dans les travaux d'écriture. La schizographie retient son intérêt, car elle dévoile des subtilités que le psychiatre s'acharne à décoder pour que les confusions sémantiques, nominales ou grammatiques puissent devenir ressources vers une meilleure compréhension du cas. Paranoïa, érotomanie, délire obsessionnel, Lacan aborde pour la première fois ces pathologies en insistant sur le lien étroit qui peut être établi entre la linguistique et les troubles psychiatriques, non sans souligner également la poésie qui peut s'en dégager. Le cas Aimé sera décisif, permettant au jeune psychiatre d'articuler ce qui sera plus tard noué plus précisément avec la figure d'une Borroméen. Dans ces premiers cas, Lacan entrevoit en effet déjà les ressorts communs que présentent le symbolique, l'imaginaire et le réel, ce qu'il continuera de logifier jusqu'à son dernier enseignement. Une autre originalité du médecin se trouve dans son étude du crime des sœurs Papin, où ce nouage se fait de manière flagrante avec par exemple l'arrachage des yeux des victimes, symbolique, refoulé, surgit bien dans le réel, du moins dans l'accomplissement du délire. Sur les trois traits de la paranoïa, le délire intellectuel, réaction agressive, évolution chronique, Lacan fait planer pour la première fois l'influence, la dynamique des tensions sociales, ainsi que l'importance du complexe fraternel et de la passion narcissique. L'étude de ce cas permet également de mettre en évidence ce que Lacan évoquait déjà précédemment, à savoir que l'accomplissement de l'acte met fin au délire. Premier pas à Sainte-Anne, premier pas vers la psychanalyse, ces premiers écrits se révèlent être donc de précieux trésors en guise de prémisse d'une élaboration intellectuelle qui va peu à peu trouver son installation plus théorique dans le séminaire.
Les cas cliniques, toujours, serviront néanmoins de cadre, de socle à la recherche psychanalytique de Lacan. Recherche qui s'articulera de plus en plus autour de la logique, visant l'approche la plus précise de ce qui se trame dans les coulisses de l'être humain. Importance de l'écrit, contour de la structure, nouage entre le réel, l'imaginaire et le symbolique. Chronologiquement loin des premiers écrits, la logique du fantasme en tire cependant toujours un peu le fil. Une trentaine d'années après ses écrits, le séminaire de Lacan propose une approche aussi complexe que complète de ces mystères que sont le rapport sexuel et le fantasme. L'ouvrage est dense, illustré de nombreux graphes, tableaux ou articulations logiques mises en schéma que l'auteur applique à ces notions en les empruntant à la sphère purement mathématique, ce qui peut, de prime abord, dérouter le lecteur. Jacques-Alain Miller le prévient dès la 4e de couverture de l'ouvrage. Bien d'autres vues et constructions saisissantes attendent le lecteur s'il veut bien suivre dans ses méandres, piétinements, revirements et aussi avancées et fulgurances, une pensée obstinée et profondément honnête. Ces schémas, dont l'étude se révèle parfois vertigineuse, sont pourtant des supports nécessaires à l'échafaudage minutieux d'une logique du fantasme. Dès le début, l'inconscient est redéfini comme étant en plus d'un support structuré comme un langage, ce qui barre le sujet, notamment dans son rapport ambigu à l'objet petit a et l'imaginaire de la mère, apparaît comme influant la structure subjective de l'enfant. Ce que Lacan rappelle dans les premières pages du séminaire, amorçant par là même les premières ébauches d'une structure du fantasme, c'est que ce dernier aurait à voir avec un nouage, un enchevêtrement entre le sujet, l'objet au sens d'objet d'amour et l'au-delà de celui-ci, objet A. Ainsi, même si l'élaboration du raisonnement se déroule sur des centaines de pages, quelques allusions sont déjà relevables concernant l'aboutissement de ce cheminement et une formule pour écrire le fantasme est déjà proposée. S'il maintient la tension de l'énigme en usant de digressions, Lacan sème tout au long de ses interventions les indices nécessaires à sa résolution. Le lecteur peut se perdre au détour de certaines pages, mais l'opiniâtreté dans la lecture lui permettra tout de même de tirer quelque chose au clair. Usant de la figure géométrique du tore et du trou dans celui-ci, il est mis en exergue que, du fait du langage, le sujet est séparé de l'objet A. C'est en effet à cause de la coupure établie par le langage, le sujet y étant baigné dès le début de son existence, que l'être humain se retrouve continuellement lié à cette perte. Il y a un exil subjectif du sujet dans son rapport au langage. Le nouage prend progressivement forme avec l'idée que toute réalité humaine, à distinguer de la notion de réel, est le montage du symbolique et de l'imaginaire. Ainsi, à défaut d'aborder frontalement le fantasme, chose impossible, Lacan évoque d'abord le désir, avec la chute du petit a, comme étant l'essence de la réalité. Ce qu'il appelle la logique du fantasme se devine en filigrane comme l'écriture de celui-ci, une écriture semblable aux hiéroglyphes égyptiens, qui apparaissait bien comme une écriture avant même que l'on sache la déchiffrer. Ainsi, en partant du désir, le chemin se dessine lentement vers l'idée du fantasme et du rapport sexuel, avec l'insistance renouvelée sur le fait que ce qui est cherché dans le désir et le fantasme le soutenant parfois, c'est ce que Lamarck percute une première fois comme une lettre, une écriture, qui se trace sur le corps du sujet et sur son inconscient. La difficulté première associée à l'idée de structure du fantasme étant sa vérité, s'ensuit dans le séminaire une longue interrogation sur la définition de cette notion, la vérité, non seulement au sens philosophique, mais bien plus loin encore, au sens ontologique. En résultent deux assertions fondamentales. Il importe de distinguer l'énonciation de l'énoncé. L'inconscient ne connaît pas la contradiction. L'étude de cette idée de vérité engendre assez immédiatement la question du refoulement dans son effet de substitution signifiante pour aboutir à un premier palier d'élaboration de la logique du fantasme. Le refoulé n'est écrit qu'au niveau de son retour. Très rapidement, Lacan fait entrer en jeu le cogito de Descartes, le décompose, le tourne, le distord,
pour, dans un premier temps, entrevoir l'idée que le fantasme, c'est peut-être bien là où je ne suis pas, ce qu'on retrouve dans le fameux «un enfant est battu», exemple phare du fantasme tel que Freud l'a élaboré. Le cogito servira finalement de fil rouge à l'enseignement de Lacan. En effet, concernant le rapport sexuel et le fantasme, le psychanalyste met en évidence le rapport et l'impossible accès au grand autre comme lieu de la parole, puis comme lieu du corps, en soulignant l'effet de division que ce rapport entraîne sur le sujet. Rapprochant par la suite l'objet petit a du nombre d'or, le séminaire avance vers l'idée que le rapport sexuel se révèle finalement anharmonique, le un originel n'étant jamais complètement atteignable puisque l'objet petit a est toujours chu, tout en comportant une forte dimension poétique au vrai sens du verbe grec piein. Cette dimension poétique, inventive, se trouve particulièrement dans la position féminine qui, mettant dans le rapport sexuel ce qu'elle n'a pas, crée tout de même cet objet toujours évanouissant. Et, s'il y a dans les deux positions masculine et féminine un manque symbolique du phallus, flagrant dans le rapport sexuel, notamment par la constatation qu'on ne possède jamais totalement le corps étreint, de même qu'on n'en partage jamais vraiment la jouissance, Lacan peut commencer à énoncer son fameux « il n'y a pas d'acte sexuel ». Satisfaction sexuelle et sublimation. Renouant avec son goût pour la linguistique, il montre alors l'importance dans cet acte de la métaphore comme de la métonymie, l'importance des objets, regard, voix, sein par exemple, et la prépondérance absolue de l'objet petit a qui, incommensurable, n'en supporte pas moins le sujet. Vient alors la question de la jouissance qui relève non seulement de l'objet petit a, mais aussi de la valeur 1, laquelle concerne la prétendue union sexuelle, et de la seconde valeur, 1 éperdument recherché dans l'acte sexuel. Lacan relève alors, à partir de cette confrontation de l'objet A à l'unité, l'idée de trait unaire qui se trouve dans l'autre, et aboutit à la conclusion provisoire que le lieu du plaisir serait celui de la moindre tension, sans être suffisant. Ce qui résulte toujours de ce raisonnement, c'est que le corps, lieu de l'autre, est fait pour être marqué, que ce soit par des signifiants ou par la perte de cet objet, à qui permet au désir d'atteindre sa nature de suspension et de tension. Mais qui du fantasme? Le cheminement vers l'élaboration d'une logique le concernant est donc aussi lent que tortueux, mais ce qui se fait jour est qu'il n'y a de jouissance que du corps et que le rapport sexuel n'existe pas. Il n'y a pas de jouissance que du corps. Là entre en jeu l'articulation d'une logique subtile pour déterminer ce qui, pour le sujet, permet de supporter le fait de ne jamais atteindre la jouissance de l'autre, ainsi que de ne jamais le posséder totalement. Et ce support, justement, se trouve dans le caractère nébuleux et énigmatique du fantasme. Lieu clos du « je ne suis pas », déroulé par le cogito cartésien. De cette forme d'absence du sujet dans le fantasme reste alors le Dasein du sujet. Qu'il s'agisse de pervers ou de névrosé, celui-ci rejoignant justement celui-là par le fantasme dont la logique croise l'aliénation et la répétition dans un mode singulier, propre à chaque sujet. Le désir est donc toujours suspension, et s'il n'y a pas d'acte sexuel, au sens où l'homme, position masculine, et la femme, position féminine, s'y ferait valoir l'un pour l'autre, c'est bien le fantasme qui permet, tout en demeurant souvent inavouable, de supporter cette assertion. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.